Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier lieu, je voudrais simplement vous dire que ce que je vais vous dire maintenant dans cette vidéo, peut-être que les choses vont évoluer, que peut-être mon analyse, peut-être que ma perception, mon rendu compte, va être peut-être un petit peu altérée. Je ne fais que relater les choses de par les différents éléments que j'ai actuellement à ma disposition pour éventuellement traduire ou essayer de retranscrire les choses sous un certain angle en rajoutant un certain nombre d'éléments extérieurs, d'autres éléments venant d'autres sources alternatives qui permettent de rendre une certaine cohérence, une certaine crédibilité, voire même donner une sorte de, allez, disons-le, théorie sur le devenir de certaines actions, de certains événements actuels. On va commencer par l'Ukraine. Vous l'avez vu, les médias, youpi, ça y est, les soldats ukrainiens ont reconquis 6000 mètres carrés près de Kharkov ou Kharkiv, je ne sais plus exactement. Mais ça y est, les Russes ont reculé, il y a du doute dans les soldats ou dans l'armée russe. Vous l'avez vu dans les médias, c'est limite s'il n'y a pas le petit sourire en coin en disant oui, regardez, vous avez des élus de Saint-Pétersbourg qui demandent d'inviter à souhaiter, solliciter une pétition pour demander à ce que le Parlement russe engage une demande de processus pour éventuellement une destitution de Vladimir Poutine. Là, je vous la fais longue, parce que c'est exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est en réalité des gens sur lesquels on met des projecteurs pour dire regardez, voilà, c'est des opposants, c'est la démonstration que Poutine est en difficulté. Ce samedi, Vladimir Poutine a annulé tous ses rendez-vous et s'est retranché sans aucun commentaire dans sa résidence luxueuse de Sotchi, dans laquelle il passe la plupart de son temps, à la télé d'État. C'est inédit aussi, deux clans s'affrontent, ceux qui tentent encore de justifier la guerre et ceux qui commencent à remettre en question la stratégie du président. Nous devons admettre que nous avons subi une défaite dans la région de Kharkiv et réaliser que nous combattons un ennemi plus fort que nous. Bien sûr, c'est un revers sérieux, très clairement, qu'on appelle ça un regroupement ou quoi que ce soit d'autre. Cela se fissure donc à la télévision d'État russe et aussi dans certaines régions de Russie. Des appels à la démission ont même été lancés par deux groupes de conseillers municipaux, l'un à Moscou et l'autre dans la ville du président, Saint-Pétersbourg. Les soldats russes se font tuer. Des jeunes sont blessés, l'économie russe est mal en point. Nous avons donc adressé un courrier à la Douma pour qu'elle prenne la décision d'inculper le président pour haute trahison. Et ces demandes n'ont évidemment aucune chance d'aboutir, mais elles mettent en difficulté le président. Le système Poutine est-il en train de paniquer ? Je ne sais pas s'il y a panique, il y a sûrement un flottement en ce moment. Tout ça montre quand même qu'il y a une certaine forme de désarroi qui se répand à Moscou. Un début de cacophonie, pour ne pas dire de révolte. Mais attention, la riposte de Poutine pourrait être très violente. Le type de vengeance, les types de représailles, il porte à la fois sur les populations civiles. C'est-à-dire faire des frappes de punition, parce que là il perd la face d'une façon considérable. Il va ressortir le nucléaire militaire, mais il est un peu comme Hitler. Hitler refusait toujours à ses généraux sur le front russe à abandonner le moindre centimètre carré parce que c'est la posture du chef qui serait atteinte. Une posture du chef atteinte tant sur le plan militaire que politique. S'il n'est plus chef de guerre, il n'est plus rien. S'accrocher au pouvoir va devenir, je pense, aujourd'hui, l'obsession de Vladimir Poutine. Et première conséquence de cet échec militaire, le limogeage du responsable russe des opérations dans la région de Kharkiv. Parce que oui, en effet, tout est focalisé actuellement sur l'éventuelle possibilité que ça y est, peut-être qu'en Russie, ça commence à bouger contre Poutine. Bon, sauf que, encore une fois, c'est comme si quelques élus de quelques communes, voire même les élus de la métropole de Lyon, décidaient de demander gentiment au Parlement de mettre en place une motion de censure contre Macron. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de fortes chances que ça ne mène nulle part. Mais, médiatiquement, c'est la démonstration, vous voyez, regardez, en Russie, il y a des gens qui sont contre Poutine. Regardez,
Il y en a même des fois sur les réseaux sociaux qui me disent « Oui, regardez, il y a des millions, plusieurs dizaines de millions de Russes qui ont quitté la Russie hein, parce que c'est à cause de Poutine. » Non, il y a des millions de Russes qui ont quitté la Russie, c'est parce qu'il y a comme des millions de Français ou des millions d'Européens qui sont partis dans d'autres pays parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités, parce qu'ils ont estimé que dans leur pays d'origine, ils n'arrivaient pas à accéder à ce à quoi ils aspiraient. Je dirais à la limite un petit peu comme moi. Je veux dire, en France, j'ai une carrière professionnelle intéressante, mais j'aurais pu aller plus loin si je voulais, sauf que je me suis trouvé confronté à quelques murs de mœurs qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez beaucoup plus rapidement réussir qu'en France. Je vous le dis très sincèrement et très clairement. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a évidemment des obstacles, il y a des écueils, il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais il y a une chose aux États-Unis qu'on a, alors, qui existe aussi en France, hein, attention, je ne généralise pas, mais d'une manière générale, nous connaissons tous cette expérience, où nous connaissons tous des gens qui, malheureusement, avec la qualité qu'ils ont, professionnelle, de par leur expérience, de par leur savoir-faire, de par leur sérieux, leur crédibilité, leur réputation, eh bien, malheureusement, n'arrivent pas à percer dans leur secteur professionnel. Pourquoi ? Tout simplement parce que on préfère placer des copains, ou parce que vous n'êtes pas bien né. Vous n'êtes pas issu des milieux bourgeois, vous n'êtes pas issu de familles notables, vous êtes un petit individu issu des milieux prolétaires. Alors qu'aux États-Unis, tout ça, non. Si vous êtes compétent, si vous avez de la qualité, si votre productivité est bonne, etc., après, vous pouvez négocier. Vous avez des possibilités, des opportunités de négocier votre qualité dans l'entreprise. Et si l'entreprise ne veut pas vous augmenter, ou vous faire évoluer, eh bien vous allez voir ailleurs. Je veux dire, des opportunités aux États-Unis, il y en a énormément. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Américains sont souvent considérés comme des nomades, parce qu'ils ont la bougeotte, parce qu'ils n'hésitent pas à bouger d'un État à un autre pour des raisons professionnelles, parce qu'ils ont des meilleures propositions. Moi-même aujourd'hui, je vous l'avouerai très franchement, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans la même société. Être 4 ans dans la même société, c'est la preuve pour ceux qui cherchent souvent des gens que vous êtes une personne de qualité. Parce qu'en règle générale, si vous travaillez dans une société mais que vous restez que 6 mois, 1 an, vous changez régulièrement de société, etc., ça veut dire, que vous êtes instable. Et vous êtes instable pourquoi ? Parce que peut-être votre qualité de travail ou votre crédibilité, vos compétences, etc. sont peut-être à remettre en question, mais que vous n'êtes pas capable de les remettre en question parce que, soit vous emmerdez dans votre boulot, soit vous vous faites virer. Mais en règle générale, aux États-Unis, une des choses particulières qui fonctionne très très bien en matière d'emploi, c'est quand vous réussissez à rester au moins 2 ou 3 ans dans une même entreprise. Ça, en règle générale, c'est un très bon point. Enfin, fin de la parenthèse, pour dire que oui, il y a des millions de Russes qui ont quitté la Russie parce qu'ils avaient des opportunités ailleurs, parce qu'ils ont pu trouver ailleurs ce qu'ils ne trouvaient pas en Russie. C'est comme partout. Donc tout ça pour revenir à cette Ukraine, donc on vous montre, on a encore montré d'ailleurs Zelensky, bientôt Zelensky, on va faire, vous savez, un petit peu comme ce qu'on avait en France, peut-être que vous avez connu la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, qui était, je crois, c'était Pierre Desproges, si mes souvenirs sont bons. On en est presque arrivé là avec Zelensky. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, on va faire la minute Zelensky. Zelensky a quelque chose à dire. Zelensky voudrait vous parler. Alors, en plus de toute cette foire que nous voyons, que nous entendons, on apprend que Poutine a quitté Moscou, que Poutine ne se rendra pas aux obsèques cérémonie de Elisabeth II. Je veux dire, là-dessus, pas de surprise, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont y être, qui veulent le dégager, le mec il va pas se jeter dans la gueule du loup. Il est quand même pas suicidaire, il n'est pas maso à ce point-là. Mais on a appris qu'il est parti dans sa datcha, je crois on appelle ça datcha, à Sochi.
Poutine a quitté le Kremlin, il est à Sotchi, il a annulé tous ses rendez-vous, etc. Est-ce qu'il va aller à cette fameuse réunion du SCEU, je ne sais plus le terme exact, je vous le mettrai ici, hein, qui débute aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre, hein, cette fameuse réunion de coopération eurasienne, hein, disons-le carrément. Alors au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il y est ou s'il a l'intention d'y aller. Normalement, il est prévu qu'il y aille, puisqu'il doit faire des rencontres avec un certain nombre de dirigeants. Et surtout parce qu'il y a aussi Xi Jinping, le président chinois, qui va faire le déplacement après 2 ans où les réunions se faisaient à distance à cause du Covid. Donc c'est la première réunion de cette organisation en présentiel avec les chefs d'État. Donc il y a de fortes chances que Poutine va y aller, et d'autant plus vu la situation, il a tout intérêt à y aller. Mais néanmoins, voilà, on essaye de vous faire croire que ça y est, ça commence à bouger. Ça y est, en Russie, il y a des gens qui vont commencer à mettre en place peut-être des structures dans les institutions pour peut-être essayer de le dégager, de le destituer. Alors si vous pensez ça, je vous le dis tout de suite, je vais vous calmer, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que, premièrement, Poutine n'est pas idiot, il a des soutiens qui lui accordent une majorité au Parlement, et deuxièmement, ce n'est pas le fait d'un qui fait le tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recense en Russie à peu près 1680 personnalités qui sont contre Poutine. 1680 personnalités sur 138 millions d'habitants, si ma mémoire est bonne en Russie. Et c'est là tout le problème. C'est que, en réalité, les médias sont en train de vous montrer le même problème qu'on a chez nous, c'est-à-dire l'élite. L'élite est en train de prendre le pouvoir. L'élite est en train de vous obliger à croire que c'est eux qui détiennent la vérité, que c'est eux les gentils, et que vous devez suivre impérativement l'opinion, l'idéologie qu'ils vous imposent de penser. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui sur les médias sociaux aujourd'hui font de plus en plus de censure. On ne peut plus publier ce qu'on veut, on ne peut plus mettre des liens de certains sites qui soulèvent des bonnes questions. Sur Facebook récemment, j'ai déjà en une semaine 3 publications qui ont été bloquées, parce que évidemment ça ne correspond pas à l'éthique de la communauté. D'ailleurs, petit aparté sur Twitter, il faut savoir que Musk a quand même bien soulevé le lièvre. La preuve en est, c'est que vous n'en entendez plus parler, de cette affaire de rachat de Twitter par Musk. Pour l'instant, l'affaire est toujours en cours. Musk n'a pas définitivement jeté l'éponge. Mais évidemment, c'est le gros bordel parce que Musk veut absolument savoir quelle est la proportion de faux comptes. Alors faux comptes, c'est des faux comptes sur le réseau Twitter, qui sont gérés soit par des êtres humains, ou soit par des algorithmes, ce qu'on appelle plus vulgairement des bots. Et évidemment, c'est la grosse bataille en ce moment pour éviter que Musk réussisse à savoir quel est le pourcentage. Alors, on ouït dire qu'apparemment, ce serait à peu près entre 60 voire 80% des comptes sur Twitter qui seraient des faux comptes. Le chiffre de 80% me paraît extrêmement énorme. Donc 60% en effet, peut-être que ça pourrait correspondre un petit peu à quelque chose de plus réaliste, même si c'est là, on est vraiment sur un chiffre qui est quand même très important. Mais vous comprendrez que si jamais demain on publie des documents qui démontrent, qui prouvent que plus de la moitié des comptes sur Twitter sont des faux comptes, vous comprendrez que Twitter en bourse va littéralement s'effondrer. Et c'est toujours, d'ailleurs, la peur des actionnaires, des gens qui ont acheté des actions Twitter, c'est demain d'avoir la révélation qui finalement leur fasse perdre de l'argent. Voilà, c'était la petite aparté sur cette information. Donc revenons à Poutine. Donc voilà, oui, ça y est, Poutine est en difficulté, etc. Alors ce que je vais vous dire là, c'est une information qu'il est difficilement, j'essaierai
au mieux, j'essaierai de vous mettre les liens sur YouTube, si YouTube ne les sucre pas. Mais apparemment, je dis bien apparemment, il semblerait que cette offensive ukrainienne ait bénéficié d'une logistique non négligeable de la part de l'OTAN. Le simple fait que je vous dise que l'OTAN a peut-être là dépassé une ligne rouge expliquerait tout le reste. Le fait que les Russes... Alors officiellement, l'armée russe dit oui, non, on se retire, on se replie pour renforcer nos positions, etc. Et puis le fait que Poutine se soit retiré du Kremlin pour peut-être avoir un conseil en lieu sûr, sans avoir de risque d'oreille. Vous comprendrez bien qu'au Kremlin, tout est fait certainement pour essayer de mettre des micros un peu partout, pour essayer de trouver des gens pour obtenir des informations, etc. Je veux dire, tout ce qu'on fait d'ailleurs. Encore une petite aparté, vous avez vu que BFM, LCI, etc. ont annoncé que 300 millions d'euros ont été investis par le Kremlin pour faire de l'influence, voire même de l'influence sur des élections. Oh, méchants Russes. Oui, sauf que ce que l'on est en train de vous dire que les Russes font, nous le faisons aussi. Et nous faisons pire. Nous faisons tellement pire que des fois nous déclenchons même des guerres pour dégager des dirigeants. Je rappelle que nous avons fait des guerres en Irak pour dégager Saddam Hussein. Nous avons fait une guerre en Libye pour dégager Kadhafi. Entre autres, interventionnisme direct ou indirect. Indirect, nous avons essayé de dégager Bachar el-Assad. Je ne parle même pas des pays d'Amérique latine, terrain privilégié de Washington pour décider qui doit prendre le pouvoir de tel ou tel pays dans leurs intérêts, évidemment, les intérêts américains. Sauf qu'à ce petit jeu, il y a des fois ça a dérapé. Je rappelle que nous avons fêté le 21e anniversaire des catastrophes du 11 septembre. Oui. Sauf que le 11 septembre, c'est aussi l'anniversaire du coup d'État au Chili, c'est-à-dire l'assassinat, on peut dire l'assassinat de Allende, avec l'aide de la CIA. C'est prouvé, c'est historique. Donc, on est dans une situation où nous avons même Madame von der Leyen, qui est en train de dire que s'il y a des problèmes cet hiver, si vous avez des coupures d'électricité, si vous n'avez pas de chauffage, s'il nous manque du gaz, etc., c'est à cause des Russes. C'est à cause d'eux. C'est leur faute. Pardon ? C'est leur faute. Non. C'est votre faute. C'est votre faute parce que vous n'avez pas su anticiper. C'est votre faute parce que vous avez voulu le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Parce que vous avez cru avoir un ascendant sur la Russie pour réussir à imposer votre loi et vous dire oh, c'est bon, de toute façon, on a signé les accords et les contrats, donc question gaz et pétrole, finger in the nose. Mais finalement, aujourd'hui, tentez de démontrer que vous vous êtes littéralement planté. D'autant plus que si vous suivez la ligne de Washington, il était évident qu'un jour ou l'autre, vous alliez entrer en confrontation avec Poutine, et donc la Russie, et que Poutine se serait servi certainement de ces armes dont vous êtes dépendants, que sont l'énergie. Donc c'est vous, les Européens, c'est vous, la Commission européenne, c'est vous, les politiciens pro-européens des 27 États membres, qui sont responsables de la situation. C'est pas la Russie. La Russie attaque l'Ukraine, elle a ses raisons. On est d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais se cacher derrière un conflit pour dire que c'est la faute de la Russie, que vous avez été nul. Donc, comprenons-nous bien. Pour l'instant, cette information, elle émane évidemment du côté pro-russe.
vous avez certains indépendants, neutres, qui confirment en effet qu'il se peut que cette offensive qui a eu lieu en Ukraine, l'OTAN ne soit pas totalement étrangère en coulisses. Et cela, on comprendrait pourquoi Poutine est parti à Sotchi pour peut-être faire une sorte de réunion secrète, une réunion ultra confidentielle, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, si on contre-attaque, c'est-à-dire qu'on va contre-attaquer pas seulement contre l'armée russe, mais l'OTAN. L'OTAN a-t-il dépassé une frontière? A-t-il dépassé une limite? A-t-il dépassé la ligne rouge? Le problème, c'est que ça rentre aussi en coordination après une succession d'événements sur le fait que nous avons vu, que ce soit la France, la Belgique, l'Italie, etc., ont essayé de trouver des accords, des contrats pour essayer de remplacer le manque à gagner de la rupture avec la Russie. On a vu Macron aller en Algérie, pot de balle, puisque c'est quand même l'Italie qui s'est positionnée sur le gaz algérien. Les Américains compensent en transportant leur schiste, à tel point qu'on a décidé au Havre de construire un port adapté pour accueillir, je ne sais plus si c'est le Havre ou la Hague, ou Antifer, puisque vous avez en France Antifer qui est le port pour recevoir le pétrole, mais je crois que c'est le Havre, hein, si ma mémoire est bonne. Donc on va investir des millions et des millions d'euros pour construire un truc qui est censé être adapté pour pouvoir recevoir le schiste américain. Oui, parce que je rappelle, le schiste français, il y a eu des tentatives, des expériences, etc., du côté de Strasbourg, en Alsace, je crois. Ça s'est plutôt mal passé. Parce qu'évidemment, même si la technologie du schiste est très maîtrisée, je vais vous dire, c'est comme beaucoup de choses. On sait faire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va faire selon comment on sait faire. Parce que ça coûte de l'argent. Donc, on ne va pas laisser des compagnies en France faire de l'exploitation du schiste si pour prendre le risque, ces compagnies, pour des questions de budget, fassent l'impasse sur des sécurités, sur des règles, sur des principes, sur des outils, sur des matières premières de mauvaise qualité et créer un accident, un incident qui, sur le plan environnemental, évidemment, serait catastrophique. Je rappelle aux États-Unis, l'Oklahoma est un des États qui s'est lancé dans l'Eldorado du schiste. Et depuis plusieurs années, maintenant, ça a commencé, je crois, à la fin des années 2010, il s'est trouvé que dans certaines régions, on a constaté des micro-tremblements de terre. Tout simplement, les micro-tremblements de terre. L'Oklahoma n'est pas un État situé sur une zone sismique. Alors d'où viennent ces tremblements de terre? Tout simplement, c'est que le schiste, je rappelle, c'est aller chercher en très grande profondeur, par un procédé de fracturation, des gaz et du pétrole très profond, mais qui est sous une énorme pression. Sauf que quand vous videz les poches, il n'y a plus de pression. Donc qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus de pression, au bout d'un moment, la structure même de la caverne, on va dire, hein, on appelle ça une poche, mais c'est un peu comme une grosse caverne très profondément dans la terre, il y a un affaiblissement de la structure, donc vous avez des gros morceaux qui tombent. Alors quand je dis des gros morceaux, ça peut être des morceaux de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, hein, voire 400 mètres. Hein, et un truc de 400 mètres qui tombe dans une caverne, ça crée une résonance. Et puis la résonance, en surface, ça crée un léger tremblement de terre. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc on voudrait éviter que ça arrive en France. Donc c'est pour ça qu'on préfère acheter le schiste des Américains. Sauf que le problème, c'est que le schiste américain est la conséquence d'une volonté des Américains, il y a maintenant une vingtaine d'années, de vouloir être autonome sur le plan énergétique. C'est-à-dire de ne plus dépendre au mieux du Moyen-Orient, du pétrole et du gaz qatari, Emirates et saoudien. Sauf que le problème, c'est que les réserves américaines, on est en train de puiser dedans. Donc ça veut dire que ce n'est pas
de ressources infinies. C'est qu'il y a un moment donné, les Américains, ils vont commencer à dire, bon, écoutez, là, ça fait depuis quelques mois qu'on vous envoie notre schiste pour vous aider, mais là, essayez de trouver une autre solution, parce que nous, on ne va pas pouvoir continuer à vous alimenter comme ça. D'où la fameuse note qui a été publiée sur Internet de la secrétaire d'État à l'énergie qui demande aux compagnies américaines de ne plus signer d'accord, de ne plus signer de contrat avec l'Europe. Parce que si aux États-Unis, hein, c'est pareil, hein, eux aussi ils ont les jetons, parce que si l'essence continue à grimper, si l'inflation continue à grimper, s'il y a de plus en plus d'Américains qui n'y arrivent plus à joindre les deux bouts, etc., si les stimulus qui pourraient éventuellement être signés par Biden à l'avenir ne suffisent plus, ça risque de générer une même situation que vous êtes en train de connaître en France, c'est-à-dire la montée des extrêmes. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, la Suède a fait des élections. C'est le parti d'extrême droite qui remporte une grande victoire et qui se positionne aujourd'hui comme le deuxième parti de Suède, poussant la première ministre actuelle à démissionner. Alors, certains essaient de rassurer en disant oui, non, mais c'est vrai qu'ils ont une victoire dans ces élections, mais ils ne seront pas au gouvernement. Allez savoir. Italie, cette jeune femme, qu'évidemment tout le monde s'empresse sur les médias mainstream de faire le lien avec ce qu'elle a dit il y a plusieurs années, comme quoi Mussolini avait fait des choses bien, etc. On va dire sincèrement, moi aussi je peux vous dire qu'Hitler a fait des choses bien. Enfin, les nazis ont fait des choses bien. Toutes les dictatures ont fait des choses bien. Mais après, c'est une question de vision globale. Globalement, en effet, ce sont des régimes qui ont été néfastes. Mais dans ces régimes néfastes, il y a eu parfois des décisions. Sauf que non, évidemment. Rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une époque où il faut une simplification des choses. Il ne faut pas aller dans le détail. Donc restons sur le fait que Mussolini, fascisme, dictature, etc. Bien évidemment, on ne remet pas en question le fait que Mussolini est à l'origine du fascisme. Enfin, c'est lui qui a amené la conception du fascisme dans le paysage politique européen. Donc, hors de moi de vouloir réhabiliter Mussolini. Mais le propos de la jeune femme, d'un certain point de vue, n'est pas totalement faux. Alors bien évidemment, là tout de suite, tout le monde se jette, attention, oui, si jamais elle remporte les élections, ça veut dire que le fascisme va revenir en Italie. En France, je ne vous fais pas le tableau. Et puis l'Allemagne aujourd'hui, si l'Allemagne pendant de nombreuses années a eu une croissance parfois importante, et qui a permis souvent au gouvernement, aux politiciens de mettre un petit peu les Allemands sous cloche. Sauf que là, le problème c'est que tout d'un coup les Allemands sont en train de se dire c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Tout simplement parce que pendant presque 15 ou 20 ans, vous étiez content de jouir des libertés fraîchement acquises avec la réunification, avec la fin de l'Union soviétique, et que c'est une ou deux, trois générations d'insouciance qui s'est installée, et dont les politiciens, les idéologues se sont bien assis dessus pour profiter. Sauf que là aujourd'hui, vous aussi vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde au tel point que vous avez même votre Premier ministre qui a entériné la réouverture de certaines centrales nucléaires qui sont encore opérationnelles, ou qui peuvent l'être. Tout comme en France d'ailleurs, on vient de vous faire le reportage comme quoi on réouvre une centrale à charbon. Bonjour le quota carbone. Donc, Poutine sera-t-il à cette réunion de l'organisation de la communauté de Shanghai, je crois que c'est son nom? Est-ce qu'on va avoir quelques mots de Poutine par rapport à la situation? Le fait est, c'est que il y a urgence. Il y a urgence pour les Occidentaux de se sortir de la merde dans laquelle ils se sont mis. Est-ce qu'ils vont le faire intelligemment ou est-ce qu'au contraire, ils vont le faire genre rentre dedans? Rappelons qu'actuellement,
on estime que les forces russes qui sont en Ukraine ne représentent que 15 ou 20% des forces soviétiques, au fond, russes. Et que si demain nous décidons de rentrer dans le lard de Poutine, Poutine aura l'intelligence certainement de faire un référendum auprès des Russes pour se donner une légitimité. Il n'ira pas guerroyer, il demandera d'abord aux Russes qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils veulent que nous cessions la guerre en Ukraine, que nous annexions éventuellement les régions Est et que nous fassions une situation de statu quo, c'est-à-dire délimiter une frontière, et cette frontière, eh bien, on va la tenir, comme on l'a connue sous l'Union soviétique, tout comme les Allemands l'ont connue lorsque leur pays était séparé en deux. Ou est-ce qu'au contraire, l'Occident va se décider sournoisement, parce qu'il ne va pas y aller frontalement, hein, frontalement, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, quitter les villes, tous aux abris. Avec quels moyens, avec quels outils, avec quelle légitimité? Parce que la légitimité aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on demande son avis au peuple. Imaginez demain si la France décide de rentrer en guerre contre la Russie. Ne serait-il pas légitime que Macron demande son avis au peuple français? Mais il ne le fera pas. Il fera comme tous les autres ont fait, c'est-à-dire qu'il va demander au Parlement la représentation nationale, qui de toute façon, elle va dire « Ok, on te signe le chèque, il n'y a pas de souci ». Oui, vous allez me dire, oui, mais attendez, l'Assemblée nationale, quand même, il n'a pas la majorité absolue. Mais j'ai envie de dire, vous savez que là, le projet retraite, apparemment, c'est plutôt mal barré. Et qu'on commence à entendre parler de l'usage du 49.3. Tout ça pour vous dire que la situation, elle est bien plus dangereuse que ce que les médias veulent bien vous en dire. Les médias, eux, ils jouent leur rôle. Ils jouent le rôle de fournir et de construire l'opinion anti-russe, de militer pour cette idée de russophobie. Ce qui est complètement contraire à tous les principes même démocratiques, et je dirais même de la République et de la Constitution. Comme quoi, vous voyez, on peut accuser les uns d'être les fourvoyeurs, les acteurs, les risques de la chute de la démocratie, quand on montre du doigt le Rassemblement national ou Reconquête, alors qu'en réalité, sont au pouvoir des gens qui sont en train de faire ce qu'ils accusaient depuis plusieurs décennies ces partis politiques d'extrême droite de faire. Danger encore en plus par rapport à l'Union européenne. Comme on l'a pu le voir, les discours, excusez du peu, mais se radicalisent. Von der Leyen en est à ce point de solliciter, voire peut-être d'exiger par des sous-entendus, que finalement, on va accélérer un processus. Et ce processus, qui ne dit pas son nom, c'est tout simplement d'appauvrir les plus faibles, les soumettre, pour permettre d'enrichir les plus riches. Vous avez vu, entendu, que dans certaines villes, des gens vont commencer à penser à couper les éclairages des monuments. On a entendu que ce serait, de la bouche même de Macron, ce serait bien que les Français, alors on ne veut pas légiférer, mais je souhaite que les Français agissent de façon responsable et évitent de chauffer leur maison à 24 degrés cet hiver. 19 degrés, c'est très bien. On a entendu Madame Hidalgo, qui a décidé que tous les bâtiments de fonction publique de la capitale ne seront pas chauffés au-delà de 19 degrés, voire même 16 degrés cet hiver. Donnez l'exemple. On a même entendu que le Parlement européen, que Bruxelles, jouerait également le jeu
en baissant la température à 19 degrés. Sauf qu'on entend oui dire qu'en réalité, c'est du pipeau, qu'en réalité, ils continueront à chauffer les bâtiments à 23 degrés. Le seul problème, c'est que, encore une fois, de plus en plus, on est en train de voir quelque chose qui se resserre, mais qui se resserre sur vous. Vous, les citoyens, vous, le peuple, vous, la petite classe moyenne, vous, les déshérités, les personnes en situation difficile, en situation précaire. Vous, la classe moyenne, voire même classe moyenne aisée, qui savent interpréter, comprendre la situation sans être particulièrement touchés, si ce n'est qu'en effet votre budget, le budget de votre foyer, bah vous commencez à faire un petit peu plus attention. Et le fossé se creuse de plus en plus. Le fossé se creuse entre vous, qui représentez la majorité, contre une petite fraction d'individus de différents milieux, politiques, industriels, communication, marketing, artistes, cinéma, théâtre, télévision, dont certains d'ailleurs, on a entendu récemment François Cluzet amener encore sa fraise en traitant les gilets jaunes et les antivax de collabos, ce qui n'a absolument rien à voir et qui n'a aucun sens. On se plaint aujourd'hui que certains films français ne fonctionnent pas. Il y a par exemple un film récent qui est sorti avec Emmanuel Béard et Charlotte Gainsbourg. Le film est un échec, est un flop total. Et on se demande pourquoi. Actuellement, c'est la grosse bataille parce qu'on voudrait savoir pourquoi les gens ne retournent pas au cinéma, pourquoi les salles de cinéma sont en difficulté. Eh bien, vous allez lire et entendre plein de choses, sauf qu'ils n'aborderont jamais l'essentiel. Si vous voulez une vidéo sur cette question, j'en avais déjà fait une, j'avais déjà abordé le sujet, mais là les choses évoluent de façon assez importante et qui finalement confirme bien ce que je vous avais dit dans des précédentes vidéos. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous voulez que je vous réexplique la chose, n'hésitez pas, ça serait réactualiser un petit peu le sujet. Et d'ailleurs, pour votre information personnelle, en ce qui me concerne pour l'instant, j'ai toujours mon boulot, puisque la société dans laquelle je travaille appartient à un groupe américain qui lui-même appartient à Cineworld qui a déposé le bilan la semaine dernière. Donc nous, ici aux États-Unis, pour l'instant ça va, nous sommes sous la protection des faillites, donc nous avons encore la garantie d'une activité jusqu'au printemps, après, advienne que pourra. Fin de la petite anecdote et parenthèse sur ce sujet. Et donc, les taux se resserrent pour tout simplement focaliser vos convictions, vos opinions sur des sujets donc graves, des sujets surtout environnementaux. Parce que vous avez remarqué, hein, tout est lié à l'écologie, tout est lié à l'environnement. C'est-à-dire que même demain, si vous pétez dans la rue, il faudra limite peut-être mettre un petit badge en disant attention, j'ai pété. Parce que je viens d'émettre un gros gaz là, donc je suis coupable. Et voire même, on est arrivé à un point de folie, de délire absolu. Sauf que derrière, et ça je l'avais déjà expliqué, vous avez des gens, ce que j'appelle les écologistes de salon, qui aujourd'hui défendent en fait des modèles économiques, mais en réalité ces modèles économiques sont en fait des modèles sur lesquels vous avez déjà des monopoles. C'est-à-dire que ce sont des industriels qui sont dans leur dos, qui les poussent. Est-ce que vous croyez sincèrement que les compagnies pétrolières, les constructeurs automobiles, etc., ils vont se laisser entuber d'ici 2035, si ce n'est que ça fait quand même depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années qu'ils investissent dans de la diversification, et dans cette diversification, qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve des sociétés, des compagnies qui sont liées justement au développement des énergies renouvelables, de la transition écologique. Pas folle les guêpes. Même si aujourd'hui on a la démonstration que ce pourquoi on essaie de nous faire culpabiliser, de ne pas critiquer,
tenez-vous bien, on en a pris une bonne. Il y a une société d'expertise qui s'est rendu compte que les éoliennes offshore qui ont été installées au large des côtes françaises, on a remarqué que le potentiel de productivité énergétique est en dessous des estimations. Alors on s'est posé la question pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a fait les études, on s'est dit il y a du vent. Donc on a établi une moyenne de vent pour pouvoir faire fonctionner les éoliennes. C'est génial, c'est super, c'est excellent, sauf qu'ils ont oublié un détail. C'est qu'ils ont construit les offshore en ligne. C'est bien que lorsque le vent affronte les premières lignes éoliennes, lorsque le vent arrive sur les deuxièmes lignes éoliennes, il a déjà perdu 5 à 10% de sa puissance. Donc vous imaginez bien que les offshore, quand vous alignez, je ne sais pas, 4, 5, 6 lignes d'éoliennes, les 6e et 7e lignes, en réalité, elles ne produisent que 20 ou 30% de ce qu'elles devraient de produire, parce que la force du vent, c'est déjà tapé la première, deuxième, troisième et quatrième ligne. Puis attendez, pour l'instant on n'a pas trop de recul, mais on verra dans 10 ans quand on va se rendre compte qu'il va falloir faire le bilan des factures de maintenance. Parce que c'est plus difficile d'aller faire de la maintenance sur les éoliennes qui sont offshore au large que sur Terre. Ça demande plus de moyens, ça demande plus de professionnalisme, ça demande plus d'outils adaptés. Parce qu'une éolienne sur Terre, vous pouvez aller faire la maintenance avec une voiture. Les éoliennes au large, déjà il faut qu'il y ait un beau temps, parce que si vous avez une tempête, trop de vent, etc., c'est compliqué. C'est un peu comme les phares. À l'époque, on envoyait des gardiens de phare dans des phares qui sont à quelques nautiques des côtes. Des fois, vous ne pouviez pas faire la relève parce que le temps était tellement mauvais que le bateau ne peut pas y aller. Et on a même entendu que certains écologistes trouvent que les barrages, c'est pas bien. Les barrages, c'est pas bien pour l'environnement. Non mais quand est-ce qu'on va arrêter d'écouter ces gens-là? On a récemment eu une intervention de Jean-Marc Jancovici sur un plateau de télé, je crois que c'est Quotidien d'ailleurs, Quotidien ou France Inter, je ne sais plus. Et qui à un moment donné, il y a un journaliste qui, pour se faire valoir, genre oui je défends, mais ce que vous dites, c'est pas que c'est pas bien, mais ça rentre pas dans les cordes, etc. Et Jean Jancovici il dit mais attendez, nucléaire, ok, nucléaire. Oui mais nucléaire c'est dangereux. Je dis ah oui, vous avez un chiffre de morts, des morts du nucléaire? Si vous cumulez Tchernobyl, Fukushima, je peux vous garantir que vous allez avoir un taux de mort direct ou indirect qui va être nettement plus faible que par exemple la malbouffe, la cigarette, la voiture. Et là vous avez les journalistes tout d'un coup, gros silence, c'est-à-dire qu'en fait ils bug tous. Oui mais on ne peut pas comparer le nucléaire avec McDonald's, avec l'obésité. Il dit mais pourquoi pas? Si vous êtes dans un état d'esprit de vouloir dénoncer ce qui est nocif, ce qui est dangereux, la malbouffe, c'est nocif, c'est dangereux. Puis en plus de ça, ces journalistes, évidemment, n'ont absolument pas fait leur boulot d'enquête pour essayer de donner des chiffres. Puisque si on regarde les chiffres des morts de Fukushima, bon courage. Parce que, en réalité, alors il y en a quelques-uns, mais il y en a souvent qui font la confusion entre les morts du tsunami et l'accident de Fukushima. Enfin, c'est un vaste sujet. Donc tout ça pour vous dire que les taux se resserrent. Les taux se resserrent et il va y avoir un moment donné où ils vont jouer d'influence, ils vont jouer d'outils plutôt malhonnêtes pour essayer de détourner l'attention des gens, pour les faire culpabiliser, pour insister sur les hypersensibles.
et d'en faire les idiots utiles et les complices de leurs idéologies, pour soit vous obliger à accepter le dogme, la religion, ou soit d'être mis à l'écart. C'est en train de se produire, sous vos yeux. Évidemment, certains ne le voient pas comme ça. Certains n'y croient pas. Certains ne veulent pas le croire. Certains vivent dans le déni. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de voir. Regardez les insoumis à l'Assemblée nationale. Il y a tellement de sujets sur lesquels ils pourraient attaquer le gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent des forces pour faire une loi contre la corrida. Sous prétexte parce que ça rentre dans l'idéologie politique de la protection animalière. Attention, je rappelle, je ne suis pas du tout pour la corrida. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sujets aujourd'hui plus importants que dépenser de l'énergie pour une loi pour vouloir interdire les corridas? Puis en plus de ça, vous allez vous mettre à dos tous les Français traditionnels du sud de la France, sud-ouest, etc. Ce qui est assez incohérent, parce que vous avez certaines villes qui ont élu des maires ou des députés de circonscription En Marche, enfin Renaissance, voire NUPES. Alors que ces gens-là, c'est des gens du cru, c'est des gens... et du jour au lendemain, on leur dit, bah non, bah vous voyez votre fête là, que vous avez tous les ans, qui rapporte beaucoup de touristes, qui rapporte de la devise, qui rapporte de l'économie, etc. Et ben... où elle paie? Ouais, non, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce que... ben oui, mais vous votez pour des gens qui se foutent de votre gueule. Vous votez pour des gens qui vous disent blanc, et qui au final, une fois élus, ils font noir. Mais vous méritez ce que vous avez voté. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont en train de se rendre compte que voter contre, c'est bien, sauf que bah derrière, il faut que tu assumes. Et si tu t'auras beau manifester dans la rue, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Regardez là, le 10 septembre, grande manifestation contre le gouvernement, etc. Vous en avez entendu parler? 2 lignes, 5 secondes, parce qu'en réalité, il n'y a pas une grande mobilisation. J'ai même envie de dire que Philippot, avec son parti politique patriote, arrive à mobiliser plus que les syndicats. C'est quand même bizarre, non? On a entendu, oui, ça va péter à la rentrée. Ça pète pas, hein. Vous savez, il y a une expression qui a été dite à l'époque, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes. On disait, de toute façon, le problème, c'est qu'on est dans des sociétés de consommation, des sociétés de plaisir, des sociétés de confort. Que tant que, même si on réduit le confort, les plaisirs, etc., ça sera très difficile de pousser les gens à aller dans la rue. Sauf si demain, on leur interdit l'accès à leur argent. S'il n'y a plus de distributeurs. Si on leur bloque leur accès pour pouvoir retirer l'argent quand ils veulent. Et bien ça aussi, c'est en train de se produire. Je rappelle, vous avez la BCE qui est en train de plancher sur une monnaie digitale. Le monnaie digitale, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. L'argent liquide. L'argent liquide, je vous le dis tout de suite, aux États-Unis, c'est pour l'instant du domaine de la science-fiction, parce qu'il y a énormément de pans économiques aux États-Unis qui fonctionnent grâce à l'argent liquide. Et donc, c'est pas demain qu'on va voir l'argent liquide disparaître. Puis à la limite, j'ai envie de dire, c'est le dollar. Hein. Donc, c'est pas comme l'euro. Mais en France, vous le voyez de plus en plus. On veut vous empêcher, on veut vous inciter à ne plus utiliser de la monnaie, de l'argent liquide. À votre avis?
meilleur contrôle. Tout passe par le digital, tout passe par des 0 et des 1. Et l'avantage de l'échange monétaire, du paiement électronique, c'est que finalement la banque a un total contrôle sur votre argent. Donc imaginez demain une crise, quelle qu'elle soit, sociale, révolution, coup d'État, une guerre, eh bien les banques vont avoir une mainmise sur votre compte en banque. Et elle vous limitera l'accès à votre argent. Je rappelle, il y a déjà des dispositifs qui prévoient de permettre aux banques et aux sociétés financières de pouvoir vous octroyer une somme définie pour payer vos charges courantes, loyer, facture d'électricité, gaz, etc., etc., et vous donner un potentiel, une marge de dépenses personnelles pour votre nourriture, voire pour vos loisirs. Mais on limitera l'accès à votre argent. Pourquoi ? Parce que la crise pourrait éventuellement provoquer ce qu'on appelle un bank run. Regardez, déjà vous avez depuis des années des gens qui vous disent achetez du patrimoine, achetez de l'or, de l'argent, achetez des œuvres d'art, achetez de la pierre. Et qu'est-ce qu'on apprend la semaine dernière ? On apprend que la banque Goldman Sachs est en train de se ruer sur de la pierre aux États-Unis. C'est-à-dire que là où, par exemple, à New York, le prix des loyers, le prix des appartements, le prix de l'immobilier à New York avait tendance depuis quelques semaines, quelques mois à se tasser un petit peu. Et bien là, tout d'un coup, on est en train de voir les prix repartir à la hausse. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des grands groupes financiers, vous avez des empires financiers qui sont en train tout simplement de placer leur argent dans une valeur sûre, qui est la pierre, le building. Vous pouvez venir aux États-Unis, vous allez voir dans toutes les grandes villes, vous avez des buildings qui sont en train de pousser de partout. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Non, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de besoin. Et parce que pour des entreprises, des grandes entreprises, c'est un moyen de placer de l'argent. Après, au niveau fiscal, il y a des facilités, etc. Pour que vous compreniez, si par exemple demain vous gagnez 200 millions d'euros, vos 200 millions d'euros, ils vont être sujets à l'impôt, ils vont être sujets à des taxes. Donc pour vous assurer un patrimoine, eh bien vous allez faire exactement comme faisaient nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, eh bien ils plaçaient leur argent dans la pierre. Ils achetaient des maisons, ils achetaient des appartements, voire même quand ils en avaient les moyens, ils faisaient construire. Construire pour des bureaux, construire pour des locations. Même à la limite, si vous avez une grosse crise financière, la pierre, elle aura toujours une valeur. Si vous achetez une maison 100 000 euros, crise financière, effondrement économique, et votre maison, elle aura toujours une valeur. Même si vous perdez peut-être 20 ou 30 000 euros sur le prix de la maison, et vous ne perdez pas tout. Vous voyez le truc ou pas ? Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, soyez très attentifs parce que là les choses vont très très vite. Les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent parfois avec des habits où l'on pense, où l'on croit, où on fait croire que, alors qu'en réalité c'est en lien avec un autre événement, avec un autre élément, et à un moment donné vous allez mettre tout ça comme dans un puzzle et vous dire « Oula, oula ». Il est en train de se passer quelque chose. Et pour terminer, je vais réitérer quelque chose que je vous ai déjà dit. Si jamais demain, il y a un événement majeur, crise financière énorme, posez-vous la question de savoir si les Américains ne seraient pas capables à un moment donné, pour sauver le dollar, de sacrifier. Alors ils ne peuvent pas sacrifier le yen, ils ne peuvent pas sacrifier le yuan parce qu'ils n'ont pas d'influence suffisante, quoique le yuan, c'est une monnaie un peu surévaluée. La livre sterling, c'est quand même la Grande-Bretagne, on ne va pas quand même... Et reste l'euro.
et vu comment les Américains ont des ascendants sur l'Union européenne, voire peut-être pousser l'Union européenne à faire toutes les conneries possibles et inimaginables pour les pousser finalement à s'effondrer. Je vous l'ai dit déjà. Tous ceux qui vous disent que sortir de l'euro c'est de la folie. Non, c'est pas de la folie. C'est pas de la folie, pourquoi? Parce que si la France quitte l'Union européenne, elle reprend sa monnaie, elle reprend une monnaie nationale, elle reprend sa souveraineté monétaire. Mais pour ces échanges internationaux, à votre avis, quelle monnaie elle va utiliser? Elle sera obligée d'utiliser une des monnaies du panier international. Elle ne va pas prendre le yuan, elle ne va pas prendre la livre sterling, elle ne va pas prendre le yen. L'euro, encore moins. Si elle quitte l'Union, c'est pas pour jouer avec de l'euro. Elle va prendre le dollar. Qui plus est le dollar, si le dollar reste en parité supérieure à l'euro. Et comme je vous l'ai déjà dit, si jamais la France quitte l'Union européenne, je pense que le temps que toute l'administration se mette en branle, on n'aura pas le temps de sortir que l'Allemagne s'abordera déjà d'elle-même l'Union européenne. L'Union européenne, ses jours sont comptés. Et que la seule façon pour elle de continuer à exister en l'état et avec ses projets et ses délires, la guerre. Soumission. Sur ce, ne faites pas trop de cauchemars et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.